Ma mère m'a envoyé un message ce matin-là. Pas de salutation, pas d'explication, juste une seule phrase, nous n'avons plus confiance en toi. J'ai fixé l'écran plus longtemps que je n'aurais dû. Non pas parce que cela me surprenait, mais parce que cela semblait si définitif, si répété, comme une lettre de licenciement déguisée en affaire de famille. J'ai répondu par un seul mot, compris. Puis j'ai posé mon téléphone et j'ai continué ma journée. 2 jours plus tard, une avocate à qui je n'avais jamais parlé auparavant a essayé de me joindre. Urgente, anxieuse, soudainement polie. Et c'est là que j'ai su que ce n'était pas terminé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, cliquez sur j'aime et dites-moi d'où vous écoutez. Si vous avez déjà été exclu par votre propre famille, vous comprendrez pourquoi cette histoire est importante. Je m'appelle Chloé. J'ai maintenant le début de la quarantaine, et pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai été la personne dans ma famille qui faisait en sorte que tout fonctionne, discrètement. J'avais une carrière stable, un revenu régulier, et le genre de routine qui ne semblait pas impressionnante de l'extérieur, mais qui assurait le confort de tous les autres. Je n'étais pas tapa accent grave l'œil. Je ne parlais pas d'argent. Je gérais simplement les choses. En grandissant, j'ai appris très tôt que l'amour dans notre maison ressemblait beaucoup à la responsabilité. Si quelque chose se cassait, je le réparais. Si une facture arrivait impayée, je la couvrais. S'il y avait de la tension à table, j'apaisais les choses. Ma mère, Nathalie, aimait dire qu'elle était fière de mon indépendance, mais cela venait toujours avec une attente tacite, parce que je pouvais en supporter plus, je devais le faire. Et parce que j'étais l'aîné, je le ferais toujours. Mon père restait à l'écart de la plupart des conflits. Il s'asseyait en bout de table, hochait la tête lorsque les décisions étaient prises, et se demandait rarement d'où venaient les euros ou qui payait. Le silence était sa contribution. La paix, du moins en apparence, était la règle familiale. Puis il y avait ma sœur, Camille. Elle était plus jeune, charmante, et toujours au milieu de quelque chose qui n'avait tout simplement pas fonctionné. Un emploi qui se terminait de manière inattendue, une facture qui arrivait au mauvais moment, un projet qui nécessitait un peu plus de soutien. Mes parents s'inquiétaient constamment pour elle. On me disait de ne pas juger, d'être patiente, de me souvenir que la famille est de la famille. Alors, je l'ai fait. Pendant des années, je me suis occupé de l'aspect financier des choses sans qu'on me le demande directement, les paiements liés à la maison, les factures courantes, les réparations imprévues survenant après des tempêtes ou au mauvais moment. Personne ne s'est assis avec moi pour me remercier. Il était simplement entendu que j'interviendrais. Et je me disais que je faisais ce qu'il fallait, que c'était à cela que ressemblait une bonne fille. De l'extérieur, nous semblions solides. Dîner de fête, photos de groupe, conversations qui restaient polies et légères. Mais sous cette surface, il y avait un déséquilibre silencieux. Je n'étais pas incluse dans les décisions, j'étais informée après coup. Quand quelque chose fonctionnait, c'était le succès de la famille. Quand quelque chose devait être réparé, cela devenait d'une manière ou d'une autre ma responsabilité. Je n'ai pas réalisé depuis combien de temps je jouais ce rôle jusqu'à ce que le message arrive. Jusqu'à ce qu'une seule phrase rende clair que ma place dans la famille n'avait jamais été aussi sûre que je le croyais. Avec le recul, les signes ont toujours été là. Je choisissais simplement de ne pas les lire. Parce que pendant longtemps, j'ai pensé que si je continuais à dire oui, cela finirait par signifier quelque chose. Le changement ne s'est pas produit d'un seul coup. Il est venu par de petits moments inconfortables qu'il était facile d'excuser si on ne voulait pas les voir. Un débit par-ci qui ne correspondait pas à ce dont je me souvenais. Une facture que j'étais sûr d'avoir déjà payée qui réapparaissait. Quand je posais des questions, j'obtenais toujours les mêmes réponses, c'est temporaire. On arrangera ça le mois prochain. N'en fais pas toute une histoire. J'ai arrêté de demander. Ce fut la première erreur. Quelques semaines plus tard, j'ai vu une photo en ligne en faisant la queue à l'épicerie. Mes parents se tenaient devant la maison, souriant comme s'ils venaient de gagner quelque chose. Camille était au milieu, le bras passé sous celui de ma mère, ses enfants portant des tenues assorties. La légende était courte et élogieuse, quelque chose sur les nouveaux départs, quelque chose sur la fierté. Les commentaires étaient pleins d'éloges, les gens la félicitant, disant à quel point la famille avait de la chance d'avoir quelqu'un comme Camille pour maintenir la cohésion. Mon nom n'était pas là, même pas en passant. Je l'ai lu 2 fois, puis encore une fois. Je me suis dit que ce n'était rien. Les réseaux sociaux n'étaient pas la vraie vie. J'ai payé,
J'ai rangé mon téléphone et je suis rentré chez moi avec cette sensation familière d'oppression dans la poitrine, celle que j'avais appris à ignorer. Il est devenu plus difficile de l'ignorer après cela. Le ton de la discussion de groupe familial a changé. Les blagues ne tombaient plus de la même manière. Quelqu'un a fait un commentaire sur combien il devait être agréable d'avoir du soutien chaque fois qu'on en a besoin. Un autre message a suivi avec une réaction de rire. Personne n'a dit mon nom, mais tout le monde savait de qui il parlait. J'ai tapé des réponses et les ai effacées. Je ne voulais pas être susceptible. Je ne voulais pas être difficile. Puis est venu l'après-midi qui a mis fin à tout. J'étais à la maison, dans le jardin, à faire ce que j'avais fait d'innombrables fois auparavant, m'occuper de choses qui ne me semblaient plus être les miennes. La porte de la cuisine était ouverte, laissant entrer des voix que je n'étais pas censé entendre. Je les ai reconnues instantanément, la voix de ma mère, basse et confiante, le rire de Camille, léger et insouciant. Elle ne chuchotait pas. Camille a dit quelque chose sur le fait que tout se passerait bien une fois que ce serait finalisé. Ma mère a répondu avec un son qui ressemblait presque à du soulagement. Puis est venue la phrase qui m'a figé sur place. Elle ne fait pas partie de la famille, a dit Camille. C'est juste le sponsor. Il n'y avait pas de colère dans sa voix, pas de culpabilité, juste de la certitude. Ma mère ne l'a pas corrigé. Je suis resté là plus longtemps que je n'aurais dû, assez longtemps pour que le sens s'installe, assez longtemps pour comprendre que ce n'était pas un malentendu ou un moment pris hors contexte. C'était la façon dont elle parlait quand elle pensait que je n'étais pas là. C'était la façon dont elle me voyait quand il n'y avait rien à gagner à faire semblant. Je ne les ai pas confrontés. Je n'ai pas pleuré. Je suis sorti par le portail du fond et je me suis assise dans ma voiture jusqu'à ce que mes mains cessent de trembler. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est finalement brisé. Pas bruyamment, pas de façon spectaculaire, mais complètement. J'ai réalisé que je n'avais jamais fait partie de la structure familiale. J'avais été une ressource, un plan de secours, un poste budgétaire qui rendait tout le reste possible. Et une fois que je l'ai vu, je ne pouvais plus ne pas le voir. Je n'ai confronté personne après cet après-midi. Je n'ai pas posé de questions ni exigé d'explications. Je suis devenue silencieuse d'une manière qui m'a surprise moi-même, pas le genre de silence qui attend d'être remarqué, mais le genre qui s'écarte et se met à observer. Ce soir-là, je me suis assise seule à ma table de cuisine, le plafonnier éteint, la pièce seulement éclairée par la lueur de mon ordinateur portable. J'ai ouvert mes comptes et j'ai commencé à extraire des relevés que je n'avais pas examinés de près depuis des années, paiement, facture, réparation, assurance. Chaque ligne me semblait familière, comme si je relisais de vieilles entrées de journal que je ne réalisais pas que j'écrivais mois après mois, année après année. Toujours régulier, toujours à l'heure. Je ne me sentais pas encore en colère. Je me sentais concentré. J'ai créé un dossier et j'ai commencé à tout sauvegarder. Pas de manière obsessionnelle, pas dans la panique. Calmement, méthodiquement. Quand quelque chose n'avait pas de sens, je le marquais et je passais à autre chose. Je n'essayais pas de prouver une trahison, j'essayais de comprendre la forme qu'elle prenait. Et plus je regardais, plus cela devenait clair. Ce n'était pas une générosité qui avait mal tourné, c'était une dépendance qui avait été normalisée. Quelques jours plus tard, j'ai parlé à une avocate. Je n'ai pas présenté la situation comme une crise familiale. J'ai posé des questions pratiques. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un prend le contrôle financier sans consentement? Quelles options existent lorsque les limites sont franchies discrètement? J'ai plus écouté que parlé. J'ai pris des notes. Je ne leur ai pas dit ce que je comptais faire. Après cet appel, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des semaines. Le message de ma mère est arrivé le lendemain matin. La même phrase. Pas de confiance, pas d'accès, serrure changée, code mis à jour. C'était écrit comme une politique, pas comme un chagrin. J'ai répondu de la même manière, compris. Puis j'ai retourné mon téléphone et je suis allé travailler. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de réagir et que j'ai commencé à décider. Je n'ai rien annulé tout de suite. Je n'ai pas annoncé de changement. J'ai laissé les routines se poursuivre juste assez longtemps pour finir de me préparer. J'ai rassemblé des courriels qui montraient des attentes au lieu de demandes, des messages qui supposaient ma conformité, des conversations où le silence avait été confondu avec un accord. À la fin de la semaine, tout ce dont j'avais besoin était organisé non pas pour punir qui que ce soit, ni pour marquer un point, mais simplement pour me protéger et récupérer ce qui avait été pris lentement,
poliment et sans permission. J'ai alors regardé mon appartement différemment, remarquant à quel point ma vie m'appartenait peu. Même mon temps semblait alloué ailleurs. Cette prise de conscience a fait plus mal que n'importe quelle accusation, mais elle a aussi aiguisé quelque chose en moi. Je ne préparais pas une vengeance. Je traçais une ligne, une que j'aurais dû tracer des années plus tôt, et je me préparais à la défendre sans broncher. Il pensait que mon silence signifiait ma conformité. Il croyait que la porte s'était refermée sur moi. Il ne réalisait pas que c'était moi qui prenais du recul pour voir toute la structure clairement pour la première fois tranquillement, prudemment, avec intention, patience et clarté. 2 jours après le message de ma mère, celui qui se terminait par des serrures changées et une confiance révoquée, mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai laissé sonner. Puis il a sonné encore et encore. Quand j'ai finalement répondu, la voix à l'autre bout du fil était prudente d'une manière qui semblait répéter. Elle s'est présentée comme une avocate représentant mes parents. Son ton était poli mais tendu, comme celui de quelqu'un qui essaie de maintenir une porte fermée alors que quelque chose de lourd pousse de l'autre côté. Elle a dit qu'il y avait eu un malentendu. Elle a dit que tout le monde espérait résoudre cela en privé. Elle a demandé si j'avais quelques minutes pour parler. Je lui ai dit que j'étais occupé. Elle a fait une pause, puis a demandé quand je ne le serais pas. C'est à ce moment-là que j'ai compris à quelle vitesse l'équilibre avait changé. 2 jours plus tôt, j'étais quelqu'un qu'il pouvait exclure par un message texte. Maintenant, j'étais quelqu'un que leur avocate ne pouvait pas se permettre d'ignorer. Je n'ai pas accepté de réunion tout de suite. J'ai laissé l'appel se terminer sans m'engager à quoi que ce soit. Cet après-midi-là, un autre message est arrivé. Celui-ci était plus long, plus doux. Ma mère disait qu'elle était blessée par ma distance. Elle disait que les affaires de famille ne devraient pas être gérées par des étrangers. Elle disait que nous pourrions parler comme des adultes si j'étais disposé à le faire. Je n'ai pas répondu. La confrontation n'a pas eu lieu dans une salle d'audience. Elle a eu lieu là où tout se passait toujours dans ma famille, lors d'un rassemblement destiné à paraître chaleureux et festif de l'extérieur. Une pièce pleine de parents, de rires polis, de visages familiers prétendant ne pas remarquer la tension parce que la reconnaître les en rendrait responsables. Je suis arrivé en retard exprès. Quand je suis entré, la conversation a ralenti. Quelques personnes ont souri trop rapidement. Ma sœur a levé les yeux, s'est figée une demi-seconde, puis a détourné le regard. Ma mère s'est raidie mais ne s'est pas retournée. Mon père fixait la table devant lui comme si elle pouvait lui donner des instructions. Je ne me suis pas assise. Je n'ai salué personne. J'ai attendu. Finalement, ma mère s'est levée et s'est éclaircie la gorge, prête à ramener le moment à quelque chose de gérable. C'est alors que j'ai parlé. Je ne suis pas venu pour me disputer, ai-je dit. Ma voix ne tremblait pas, je suis venu pour être clair. Cela a attiré leur attention. J'ai sorti de mon sac un mince dossier et je l'ai posé sur la table. Pas de théâtralité, pas de voix forte, juste du papier rencontrant du bois. Pendant des années, ai-je continué, j'ai couvert les paiements liés à la maison, les dépenses mensuelles, les factures courantes, les réparations quand les choses se cassaient, l'assurance quand les choses allaient mal. Je ne l'ai pas fait parce qu'on me l'a demandé. Je l'ai fait parce qu'on s'attendait à ce que je le fasse. Ma sœur a ricané. Tu exagères. J'ai glissé le dossier vers elle. Ce sont des résumés. Tout est arrondi. Rien de compliqué. Juste des totaux, des dates, des schémas. Elle n'y a pas touché. Ma mère a parlé ensuite, sa voix tranchante d'incrédulité. C'était des cadeaux. J'ai hoché lentement la tête. Si c'était des cadeaux, il y aurait eu consentement. Il n'y en a pas eu. L'avocate s'est agitée sur son siège. J'ai continué. J'ai parlé de la façon dont l'accès avait été présumé, comment les décisions étaient prises sans moi, comment mon nom disparaissait des histoires où mon soutien demeurait. Je n'ai pas accusé, j'ai décrit. Je n'ai insulté personne, j'ai utilisé des faits. Puis j'ai prononcé la phrase qui a fait taire la pièce. J'ai entendu comment vous parlez de moi quand vous pensez que je n'écoute pas. Le visage de ma sœur a perdu ses couleurs. Je n'ai pas répété les mots tout de suite. J'ai laissé le silence s'étirer. Je voulais qu'il se souvienne du moment, pas seulement de la phrase. Quand j'ai finalement reparlé, je l'ai dit une fois, calmement, sans insistance. Elle ne fait pas partie de la famille. C'est juste le sponsor.
Quelqu'un a inspiré brusquement. Une chaise a grincé. Ma mère a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Tu n'as pas corrigé ça. Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire, a dit mon père, parlant enfin. Je sais exactement ce qu'elle voulait dire, ai-je répondu. À cause de tout ce qui a précédé et de tout ce qui a suivi. L'avocate s'est alors penchée en avant. Chloé, si nous pouvions juste prendre un moment, je suis en train de prendre un moment, ai-je dit. Celui-ci. J'ai expliqué à quoi ressembleraient les prochaines étapes, non pas comme une menace, mais comme un processus, une comptabilité, un remboursement des fonds qui avaient été pris sous l'hypothèse d'une obligation plutôt que d'un accord. J'ai dit que je n'étais pas intéressé par la punition. Je n'étais pas intéressé par l'humiliation. J'étais intéressé par la responsabilité. Ma sœur s'est levée brusquement. Tu ne peux pas faire ça. Ça va tout gâcher. Je l'ai regardé dans les yeux. C'est déjà fait. Je ne fais que le nommer. Ma mère s'est alors mise à pleurer. Pas de grands sanglots, mais des larmes contrôlées, le genre qu'elle utilisait quand elle voulait de la sympathie sans admettre sa faute. Elle a parlé de sacrifice, de tout ce qu'elle avait donné, du fait que les familles ne tiennent pas les comptes. Je ne l'ai pas fait, ai-je dit. Jusqu'à ce que vous le fassiez. L'avocate a demandé du temps, a demandé de l'intimité, a demandé si nous pouvions nous écarter pour discuter des options. J'ai accepté une seule conversation, rien de plus. Nous nous sommes déplacés dans un coin plus calme de la pièce. Sa voix a baissé. Ils sont prêts à trouver un arrangement, a-t-elle dit doucement. Je ne suis pas intéressé par une solution discrète, ai-je répondu. Je suis intéressé par une solution complète. Elle a hésité. Cela pourrait prendre un certain temps. Cela a déjà pris des années, ai-je dit. J'ai été patiente. Elle a de nouveau regardé le dossier, puis m'a regardé. Vous avez des documents? Oui. Et des enregistrements? Oui. Et si cela devient public, je ne contrôlerai pas cela, ai-je dit. Je dirai simplement la vérité. C'est à ce moment-là que son sang-froid s'est légèrement fissuré, assez pour que je voie la panique en dessous. Elle s'est excusée pour passer un appel. De l'autre côté de la pièce, ma famille était assise, figée. Personne ne parlait. Personne ne bougeait. Ils semblaient plus petits, en quelque sorte, moins certains, comme des gens réalisant que les règles selon lesquelles ils avaient joué ne s'appliquaient plus. Quand l'avocate est revenue, sa voix était différente, respectueuse, mesurée. Elle a dit qu'ils allaient tout examiner. Elle a dit qu'ils me contacteraient d'ici quelques jours. J'ai hoché la tête. Ça me va. Alors que je me tournais pour partir, ma mère a appelé mon nom. Je me suis arrêté mais je ne me suis pas retourné. Tu n'étais pas obligé de le faire comme ça, a-t-elle dit. Je l'ai alors regardé. Vous non plus. Je suis sorti sans un mot de plus. Pas d'applaudissements, pas de confrontation sur le parking. Juste de l'espace propre, calme et enfin à moi. 3 jours plus tard, l'avocate a rappelé. Cette fois, elle n'a pas perdu de temps en politesse. Elle a dit que le montant serait remboursé intégralement. Elle a dit que le virement aurait lieu avant la fin de la semaine. Elle a demandé s'il y avait d'autres conditions. Il y en a une, ai-je dit. Elle a attendu. Plus aucun contact, ai-je répondu. Ni par votre intermédiaire. Ni par celui de quelqu'un d'autre. Il y a eu une pause. Puis elle a dit qu'elle comprenait. Quand les fonds sont arrivés, je ne me suis pas sentie victorieuse. Je me suis sentie stable, comme si quelque chose qui penchait sous le mauvais angle depuis des années avait enfin été redressé. Ils avaient dit qu'ils n'avaient pas confiance en moi. J'avais confiance aux faits, et les faits, une fois exposés au grand jour, ne se débattent pas. L'argent est arrivé discrètement. Pas d'annonce, pas d'excuses jointes. Juste un virement net qui confirmait ce qui s'était déjà produit. Le solde a été réglé, les chiffres se sont alignés. Et avec cela, la plus longue dispute de ma vie s'est terminée sans qu'un autre mot ne soit prononcé. Je n'ai pas ressenti de soulagement tout de suite. Ce que j'ai ressenti, c'était l'immobilité. J'ai fait mes cartons au cours des jours suivants, choisissant lentement ce qu'il fallait prendre et ce qu'il fallait laisser derrière. Pas seulement des objets, des habitudes, des attentes, le réflexe de vérifier mon téléphone à chaque vibration. J'ai emménagé dans un petit appartement à Bordeaux, le genre d'endroit où les fenêtres laissent entrer trop de lumière le matin,
et où personne ne connaissait mon nom de famille. C'était un silence qui ne semblait pas vide. La discussion de groupe familial a disparu de mon écran. Aucun nouveau message ne l'a remplacé. Pas d'appel tard dans la nuit, pas de nouvelles soigneusement formulées déguisées en inquiétude. Juste le silence. Au début, cela semblait contre nature, comme se tenir dans une pièce après que le bruit s'arrête et attendre que quelque chose s'écrase. Rien ne l'a fait. J'ai recommencé à remarquer de petites choses. La façon dont mes soirées s'étiraient quand personne n'avait besoin de quoi que ce soit de moi. Comment mes week-ends restaient les miens. Comment mes pensées semblaient moins encombrées. Je dormais mieux. Je mangeais quand j'avais faim, pas quand c'était pratique pour quelqu'un d'autre. Personne n'a cherché à expliquer. Personne n'a essayé de réparer ce qui avait été brisé. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Le point final n'est pas venu de la conversation. Il est venu de la clarté. Les gens demandent parfois si ça a fait mal de partir. La réponse honnête est que cela aurait fait plus mal de rester. Je n'ai pas perdu ma famille, j'ai cessé de financer un rôle qui m'effaçait. Et dans le silence qui a suivi, j'ai réalisé quelque chose d'important. La paix n'arrive pas toujours sous forme de pardon. Parfois, elle arrive sous forme de distance et reste parce qu'elle est méritée. Je pensais autrefois que la famille signifiait l'accès qui pouvait vous joindre, compter sur vous, prendre de vous sans demander. J'avais tort. L'amour ne se mesure pas à la quantité que l'on donne jusqu'à disparaître. Il se mesure au fait que l'on est toujours vu quand on arrête. Je n'ai pas perdu ma famille, j'ai cessé de confondre obligation et affection. Si cette histoire vous semble familière, dites-moi d'où vous écoutez et partagez votre expérience dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine.